Le mélodrame apparaît sur les scènes pendant la Révolution française, comme, disons, comme un genre théâtral à peu près formalisé pendant la Révolution. Il vient, en fait, le mot mélodrame, c'est mélo, la musique, et drama, l'action, donc c'est une action en musique. En Italie, mélodrama, ça veut dire opéra. Mais le mélodrame en tant que genre théâtral, il apparaît sur les scènes et il est relativement codifié pendant la Révolution française. Il correspond en fait à un certain nombre de besoins. Le premier, c'est quel théâtre montrer pour un temps perturbé. Le deuxième, c'est quel théâtre montrer pour un public qui n'est pas un public habitué du théâtre, puisque avec la fin du privilège des théâtres, on a ouvert des dizaines de théâtres dans Paris. Et donc, comment inventer un théâtre qui corresponde à un moment où, pour le dire brièvement, le peuple est devenu l'acteur de l'histoire et où il va devenir aussi le spectateur des récits qu'on va lui raconter, et il en est aussi le principal personnage. Donc, le théâtre qui précédait était plutôt un théâtre qui racontait l'histoire de gens, disons, de princes, de rois, de tyrans. Comment faire pour raconter l'histoire sans tyran? Et cette, ce mélange de musique, d'action assez violente parfois, de recours à l'émotion forte et de spectaculaire va donner le mélodrame, un genre qui va connaître un succès fulgurant à la toute fin du XVIIIe siècle, au tout début du XIXe, qui s'effondre un peu après 1815, mais qui va se perpétuer à la fois à travers le drame romantique, sur une partie des scènes dans toute l'Europe, mais aussi dans le roman, dans le récit. Peter Brooks, qui a écrit un livre qui s'appelle L'imagination mélodramatique, montre très bien comment on va retrouver des éléments de mélodrame chez Balzac, chez Henry James, et comment tous ces éléments de mélodrame qu'on trouve à la fois dans la littérature populaire, comme Les Deux Orphelines, La Porteuse de Pain, Les Mystères de Paris, ou dans la littérature savante, comme par exemple La Femme de 30 ans de Balzac, ces éléments vont en fait se retrouver constituant l'essentiel des sources d'inspiration du cinéma depuis les premiers temps, avec une circulation des motifs qui est très forte, mais qui, en fait, ça n'est pas un genre codifié. C'est une manière d'aborder la fiction et de regarder le monde. Et la caractéristique du mélodrame, c'est que il donne un sens, enfin, il postule un sens au chaos du monde. D'où son énorme succès, évidemment, parce que dans un monde où, à partir de la Révolution, en fait, qui est légitime? On a abattu les rois, l'Église quand même commence à perdre son emprise sur la société. Qui est légitime pour donner sens au chaos, à la violence, à la mort, à la guerre, aux amours déçus, et pour essayer de faire sortir un espoir. Finalement, d'une certaine façon, le, le, le mélodrame en tant que mode d'appréhension de la fiction postule ce sens, même quand ça finit mal. On le voit bien d'ailleurs dans Quand passent les cigognes. Ça finit mal, mais ça a du sens. Et ce sens, il me semble qu'il est très souvent lié à la relation entre l'individu
et le collectif. Белка, я не хотел тебе говорить. Завтра твой день рождения. Вот. Надо идти. Конечно. Борис! Белка. On voit bien que les aventures de Véronica, les aventures individuelles, le destin triste de Véronica, c'est, il s'élargit aux dimensions du destin de tout un peuple et le film donne sens d'une certaine façon au sacrifice des deux amants. Et le mélodrame postule un sens. C'est-à-dire que c'est un genre qui est quand même fondamentalement optimiste. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que 2 ans avant, Sirk fait Le temps d'aimer et temps de mourir, sur un jeune couple dans la guerre en Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se rencontre, s'épouse et se perd dans les ruines de Berlin, et le garçon meurt sur le front de l'Est, etc. Et en fait, d'une certaine façon, à quelques années d'intervalle, les deux films se font magnifiquement écho, à la fois parce qu'ils reconstruisent ce moment de l'histoire qui est un moment de violence, de chaos, et en même temps, ils tentent de laisser éclore un espoir et de donner un sens à ces morts de gens très jeunes qui, pour tout un chacun, paraissent difficiles à admettre. Et les deux films, de manière assez différente, au fond se répondent assez bien et réinscrivent dans une histoire collective un destin individuel brisé. On retrouve des éléments, des structures de récit. Par exemple, souvent la présence d'une victime, la présence d'une jeune fille, la place des femmes est extrêmement importante dans le mélodrame, qu'il s'agisse de la jeune fille ou de la femme un peu plus âgée. D'ailleurs, le mélodrame à Hollywood a été aussi des planches de salut d'actrices qui ne pouvaient plus jouer des jeunes premières. On retrouve aussi tous ces éléments autour, par exemple, du personnage un peu mystérieux, un peu inconnu, mais qui se révèle être un bienfaiteur. Ça, on va le trouver, par exemple, dans Les Mystères de Paris dessus. Mais ça va circuler. Ça va circuler à travers le récit populaire, les adaptations théâtrales, qui très vite font le tour du monde, et ensuite des adaptations cinématographiques où les films se renvoient quand même très largement les uns aux autres, et même sans citation directe, on va puiser dans ce que j'appelle parfois la matière mélodramatique, au sens où il y aurait une matière comme dans la littérature du Moyen Âge, où on va reprendre des personnages comme Lancelot, comme Perceval, et les poursuivre, leur ajouter des aventures, etc. Le mélodrame fourmille de spin-off qui, en Égypte, en Inde, en Turquie, et ce, très tôt, depuis qu'il y a du cinéma,
en fait, on va retrouver des éléments mélodramatiques. Je ne sais pas, on pourrait prendre le cas des amants séparés qui va donner Devdas en Inde. Il y a au moins 10 versions qui correspondent, qui sont toutes légèrement différentes, avec surtout des possibilités de lecture différentes, de compréhension différentes, liées par exemple à la situation de l'Inde, liées aussi à une forme de discours sur le peuple, sur la nation, sur ce qui fait son unité, mais quelque part, on décline éternellement Roméo et Juliette. Et c'est un motif qu'on va retrouver, ces amants séparés, ailleurs. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est à travers le mélodrame aussi que le cinéma montre combien il est puissamment transnational. Il y a une définition très bien de Jean-Loup Bourget dans son livre sur le mélodrame hollywoodien. Il dit « Le mélodrame, c'est une tragédie où le destin serait économique et social. » Mais ce qui veut dire, c'est que le mélodrame prend en compte le monde. Le personnage n'est pas hors sol. Il existe dans un monde social donné. Il est plus ou moins victime de, des événements, par exemple la guerre, d'une crise. Il y a énormément de mélodrames pendant la crise de 29, après la crise de 29, sur la crise, ou de la violence des pères, ou des préjugés de classe, ou des préjugés raciaux, etc. Enfin, tout est possible. Autrement dit, ce malheur qui s'abat, qui peut s'abattre sur un ou plusieurs des personnages du mélodrame, a des causes sociales. Et le personnage existe dans le monde. Il travaille, il a une vie. D'une certaine façon, ça permet au mélodrame de tendre un miroir au spectateur, de constituer ce que j'appelle parfois une sorte de traversée. Autrement dit, ce que vit le personnage, le spectateur le traverse aussi, d'où la puissance de l'émotion. Et il sort un peu autrement. Le mélodrame, c'est une expérience de spectateur. Et que un philosophe américain comme Stanley Cavell a vraiment bien théorisé. C'est un parcours. Et pour que ce parcours parle au spectateur, quel que soit le spectateur, il faut que le monde existe. Que le personnage ne soit pas... C'est pas Blanche-Neige. Il est pris dans un réseau de contraintes et d'une certaine façon, son destin fait écho au destin de toute une société. Et très souvent, l'enjeu du mélodrame, c'est la question du collectif, la question du peuple. On voit bien, par exemple, comment quantité de films indiens racontent, depuis les années 50, l'histoire de familles éclatées, déchirées et reconstituées pour éventuellement se séparer à nouveau. C'est-à-dire comment, à travers l'intime, et souvent à travers le corps de la femme ou du personnage féminin, c'est la violence faite à un peuple, à une nation, qui va s'exprimer. D'où d'ailleurs beaucoup de critiques féministes ont caractérisé le mélodrame comme le genre de l'oppression de la femme, etc. Oui, mais il ne s'agit pas de l'expression d'un patriarcat. C'est-à-dire que le corps de la femme a tendance, dans beaucoup de mélodrames, à métaphoriser le destin d'un peuple. Et il me semble d'ailleurs que Quand passent les cigognes, ça parle de ça.
Люблю. Нет! 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 Le sens du mélodrame, il n'est pas explicite. Il se ressent à travers l'émotion ressentie. Et évidemment, souvent, le personnage féminin, ses malheurs, ses aventures, portent énormément, déclenchent l'émotion du spectateur. Mais si vous regardez, par exemple, plus on s'avance vers le contemporain, et plus on a des personnages masculins dans des situations mélodramatiques qui, dans les années 30, 40, 50, étaient souvent des situations réservées aux femmes. Je pense que plus le mélodrame est politiquement conservateur, c'est-à-dire qu'il rétablit un ordre qui était bousculé par le monde, et plus il est socialement transgressif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à travers le mélodrame que des personnages qui étaient socialement condamnés, comme la fille mère, le transsexuel, l'homosexuel, les marginaux en tout genre, retrouvent une légitimité à être dans la société. Et pour ce faire, il faut que rien ne change quand ils y sont. C'est que c'est un genre inclusif. Il n'y a qu'avec le mélodrame que vous pouvez faire pleurer des milliers de spectateurs, des millions de spectateurs, avec un transsexuel atteint du sida, qui ressemble un peu à Marlène Dietrich, qui prend un bébé dans ses bras, le bébé de la femme qu'il a tuée en lui transmettant le sida, et que le spectateur reconnaît comme père à ce moment-là. Or, si vous voulez, là je pense à une situation, là, juste avant la fin de Tout sur ma mère, de Pedro Almodóvar, qui travaille avec les codes du mélodrame, qui reprend même des éléments visuels. Par exemple, la grande scène au cimetière. C'est pas étonnant si ce personnage de Lola, il apparaît au cimetière. Eh bien, il reprend ces éléments visuels du mélodrame et il les fait endosser par des personnages qui, pour la grande majorité des spectateurs, sont des personnages totalement marginaux. Et en fait, le mélodrame est un genre inclusif. Et pour qu'il soit inclusif, il faut que quelque chose ne change pas. Mais que on puisse ramener ceux qui sont à l'écart du monde vers le monde, la société, l'ordre. Donc d'une certaine façon, c'est un genre conservateur, mais plus il est conservateur, plus il est transgressif, socialement. C'est très beau la fin de Quand passent les cigognes. Elle arrive vêtue de blanc avec des fleurs, etc. C'est une sorte de noces. Et c'est un mariage avec la famille, avec la société. Elle est réintégrée. Il y a tout un jeu dans le film hein, sur le blanc, le noir. Et
cette femme réprouvée, à propos de laquelle le médecin fait un discours très violent, fait à double entente dans l'hôpital, hein, sur ces femmes qui ont quitté les soldats, qui ne méritaient pas ces hommes si vaillants et si courageux, eh bien, il la réintègre et il la prend dans ses bras. Mais pour ça, il faut que la force de la structure patriarcale soit présente. C'est vraiment le genre par lequel tous les marginaux réintègrent la société, sont réinclus. Donc c'est très très étrange, c'est très inclusif.